Salut à tous, ici Reg, bienvenue pour les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Comme d'habitude, l'objectif est de débattre de l'actualité. C'est pas juste un listing que je vous fais là, j'ai envie d'avoir vos réactions dessus et j'ai envie que vous ayez les miennes parce que le listing m'intéresse pas. L'objectif c'est d'en parler avec un peu de détails à chaque fois, mais je mettrai tout de même dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités. Même si encore une fois, j'essaie de vous motiver à vous intéresser à toutes les actus. Mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise vraiment tous les jours. Je vous mettrai dans la description et dans le commentaire épinglé des sites internet qui vous permettent de savoir dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Italie, la Belgique, la Suisse pour avoir la VE-STFR et même la VEF dans certains cas pour ceux que ça intéresse. Quelques exemples sur Netflix, vous avez déjà It Ends With Us, Kung Fu Panda 4 et même Emilia Pérez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, soit l'un des meilleurs films de l'année dernière. Sur Apple TV+, vous avez Fly Me to the Moon qui est déjà disponible. Sur Disney+, vous avez plein de films comme Deadpool et Wolverine, Vice Versa 2 ou même Alien Romulus. Et sur Max, que vous devez utiliser depuis l'application officielle Max, et si vous avez l'abonnement via MyCanal, vous avez accès à l'application. Ne vous inquiétez pas, parce que c'est la fête, hein. Vous avez Beetlejuice 2, Juré numéro 2, Joker 2, Trap et même Horizon avec Kevin Costner. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher. Vous savez aujourd'hui les énormes avantages de YouTube Premium que moi j'utilise depuis des années. Et si vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie ou la Bulgarie où c'est moins cher, vous avez accès à l'abonnement moins cher. Ça fonctionne encore, il y a des tutos qui vous montrent comment le faire même aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Et ça marche aussi sur plein d'autres abonnements comme pour avoir par exemple Letterboxd en moins cher. Vous serez en bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Tout le monde peut le faire en quelques clics sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de profiter de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec les résultats des Golden Globes qui ont eu lieu hier soir. On a regardé ça en live pour ceux qui étaient là sur Twitch et sur ma chaîne YouTube secondaire. Donc merci pour ceux qui étaient là. Je prends mon téléphone, pour ça ira beaucoup plus vite. Je vais vous donner un avis rapide et le palmarès. Alors le meilleur acteur dans un rôle secondaire masculin, c'est Asano qui a gagné pour Shogun. Amplement mérité, il était génial dedans. Meilleur acteur masculin dans une mini-série, pour le coup, c'était Colin Farrell, ce qui était assez surprenant vu la forte compétitivité de la catégorie, mais c'est aussi mérité, il était très bon dans Penguin. Meilleure actrice dans un rôle secondaire dans une série, c'est Jessica Gunning qui a gagné pour Mon Petit Reine, totalement mérité aussi. Là, c'était un peu le choc, mais meilleure actrice dans un rôle principal dans une mini-série, c'est Jodie Foster qui a gagné à la place de Cate Blanchett, Christine Milioti et des choses comme ça. Je dis pas que c'était démérité, mais j'avoue que c'était assez surprenant. Meilleur acteur dans un rôle principal d'une comédie, pour le coup, c'est Jeremy Allen White qui a gagné pour De Bear, La Dictature, ça fait 3 années qu'il gagne d'affilée. Je pense que c'est assez mérité. Meilleure actrice dans une série de comédie, c'est Jean Smart qui a gagné pour Hacks. Hacks gagne pas mal. Alors malheureusement, Hacks n'est pas disponible en France, donc difficile de juger. Meilleur acteur principal dans une série dramatique, c'est Sanada qui a gagné pour Shogun, amplement mérité, aucun choc. De même pour Anna Sawai qui a gagné meilleure actrice dans une série dramatique, aussi clairement mérité. Meilleure mini-série, c'est Mon Petit Reine qui a gagné. Alors la catégorie était ultra compétitive, mais j'avoue que ça reste quand même mérité pour Mon Petit Reine, même si c'est pas ma série préférée de la liste. Meilleure série de comédie, c'est Hacks qui a gagné, encore une fois malheureusement pas disponible en France. Meilleure série dramatique, c'est évidemment Shogun qui a gagné. Alors là, il n'y avait aucune surprise, c'est clairement mérité aussi. Meilleure récompense du box-office, c'est Wicked qui a gagné. Vous savez, la récompense anti-art qui est là pour récompenser les films qui sont pas assez bien pour les autres catégories, c'est quand même Wicked qui a gagné. Et puis John Chu, il a fait un speech en disant ouais, c'est de l'art et tout, bref. Alors que John Chu, c'est ce qui a rendu Wicked un peu moins bien que ça aurait dû être. C'est vraiment mal réalisé, mais bref, ça a gagné. Meilleure chanson originale, c'est nos Français qui ont gagné pour Emilia Pérez et la chanson El Mal. C'est peut-être l'une des seules récompenses qu'Emilia Pérez méritait de gagner. Meilleure musique de film, c'est pour le coup Challengers qui a gagné en battant Hans Zimmer, en battant The Brutalist ou même encore Conclave. Mérité, Challengers exceptionnel, la BO. Meilleur scénario, c'est Conclave qui a gagné. Là, c'était un peu serré, la catégorie pour le coup, mais Conclave mérite, d'après ce que j'ai vu. Meilleur réalisateur, c'est Brady Corbett qui a gagné pour The Brutalist. Grosse hype pour Le Brutalist me concernant, vu le nombre de récompenses gagnées dans la catégorie dramatique. Meilleur acteur secondaire, c'est évidemment Kieran Culkin qui a gagné pour Real Pain. J'ai pas encore vu le film, mais bon, voilà, c'est Kieran Culkin, c'est un très bon acteur. La deuxième et dernière récompense qu'Emilia Pérez méritait de gagner, c'est évidemment Zoé Saldana en tant que meilleure actrice secondaire. Content pour elle,
mérité. Meilleur acteur dans une comédie, c'est Sebastian Stan qui a gagné pour le film A Different Man, qui est toujours pas sorti chez nous, donc difficile de juger, mais je suis content pour Sebastian Stan qui a l'air d'avoir une belle carrière devant lui. Meilleure actrice, c'était un peu le choc aussi, hein, mais c'est Demi Moore qui a gagné pour The Substance. Alors pas du tout démérité, hein, pour le coup elle est géniale, mais tout le monde s'attendait que ce soit Mikey Madison ou Carla Sofia Gascon, mais non, c'était Demi Moore et content pour elle, très bien. Elle était excellente dans nos substances. Meilleur acteur dans un film dramatique, c'est Adrian Brody qui a gagné pour The Brutalist. Extrêmement hâte de voir le film, évidemment, toujours. On va se bouffer les 3h30 le mois prochain. Meilleure actrice dans un rôle principal dramatique, là c'était vraiment assez étonnant aussi, c'est Fernanda Torres qui a gagné pour I'm Still Here, qui sort chez nous en France la semaine prochaine. La favorite c'était quand même Angelina Jolie, mais celle qui a gagné, donc bravo à elle. Meilleur film en langue non anglophone, alors là c'est Emilia Pérez qui a gagné et Jacques Audiard est venu nous prendre la tête. C'était le seul à pas faire un discours en anglais d'ailleurs, un discours tout nul comme d'hab, mais grosso modo c'est Emilia Pérez qui gagne meilleur film étranger et je trouve ça honteux parce que bah c'est nul quoi, Emilia Pérez, disons les choses, c'est très moyen en tout cas. La belle surprise c'était Flo qui a gagné meilleur film d'animation à la place du Robot Sauvage qui était le favori et je suis content, Flo méritait de gagner. C'est cool aussi pour le cinéma européen et laiton, donc voilà, bravo aux gens qui ont fait Flo, trop bien. Je pense que c'est d'ailleurs le meilleur film de la catégorie, en tout cas de ceux que j'ai vus, mais ça méritait de gagner face au Robot Sauvage. On leur souhaite la même chance aux Oscars. Meilleure comédie ou musical, c'est Emilia Pérez qui a gagné. Mais encore une fois, vous savez à quel point je trouve Emilia Pérez extrêmement surcotée et c'est complètement pas mérité, surtout face à Anora, de Substance, Challengers, même Wicked et Real Pain, j'ai pas vu. Mais bref, Emilia Pérez qui gagne, moi je trouve ça toujours honteux et triste. Et meilleur film dramatique, c'est The Brutalist qui a gagné et ça me hype encore plus parce que j'ai très hâte de voir le Brutalist. Donc grosso modo, mis à part quelques surprises, je pense que tout semble plus ou moins mérité. Encore une fois, c'est très difficile d'en parler en France parce qu'on n'a pas vu tous les films, mais normalement d'ici les Oscars, on aura vu tous les films en France, ce qui est une bonne chose. Et on fera évidemment un live Oscar dans quelques semaines. Je reste globalement assez satisfait. Maintenant, pour parler des autres actualités, une petite frustration tout de même concernant plein de films comme Queer, comme A Different Man. Pourquoi est-ce que j'en parle? C'est-à-dire que Queer sort dans quelques jours en version digitale, VOD dans plein de pays, donc vous allez pouvoir l'acheter, mais ça veut dire qu'il sera disponible en ligne en 4K. Et je vais pas le regarder, je vais attendre la sortie salle fin février, mais j'en ai un peu marre, ça fait chier à chaque fois de voir tous les films disponibles sur les réseaux des mois avant la sortie française. A Better Man, ça a même pas encore de sortie française, bordel, ça fait trop chier, alors qu'il sera disponible en SVOD sur Max. Je vais toujours attendre la sortie française officielle personnellement, mais la frustration dans un monde aussi connecté international est pénible. Je sais que c'est une histoire de droit, distribution et tout, mais honnêtement, si j'avais pas ma chaîne, je pense que pour beaucoup d'entre eux, surtout les films comme Better Man qui n'ont pas de sortie française pour l'instant annoncée, je les regarderai avec un VPN ou autre. Là, Queer, il y a une sortie française en salle, j'irai en salle, mais c'est quand même frustrant et pénible, je suis désolé. Petit coup de gueule de côté, c'est De Niro qui a énormément investi dans un studio de cinéma dans le Queens à New York. C'est un studio de cinéma qui coûte 1 milliard de dollars, c'est énorme, et c'est le premier studio de cinéma vertical. Et lorsque j'ai lu vertical, j'ai eu peur. Je me suis dit, ils vont faire des films pour TikTok, mais non. En fait, c'est assez révolutionnaire apparemment. Je sais pas si ça a été fait autre part dans le monde, mais en tout cas aux États-Unis, c'est une première. C'est un studio qui est sur plusieurs étages. Vous voyez ici cette image et des ascenseurs qui permettent de naviguer à travers les différentes soundstages, qui va faire gagner un temps fou aux différentes personnes, et ça sera un studio gigantesque, un énorme investissement. Il y a plein de vidéos et trucs sympas sur leur site pour ceux que ça intéresse. Et ça va surtout faire de la concurrence à LA, ce qui fait un petit peu chier ce côté-là d'Hollywood. Les Américains passent 23% de temps de moins sur les plateformes de streaming comparé aux années précédentes, et je peux comprendre. Premièrement, il y a trop de plateformes de streaming, les prix ont augmenté, les gens ont plus envie d'être abonnés à autant de plateformes, il y a moins de contenu peut-être intéressant et c'est plus dur de le trouver, mais surtout que le cinéma a fait un comeback. 2024 était une grosse année cinéma pour le box-office, et 2025, j'imagine, sera colossal, mais je peux comprendre des gens qui passent de moins en moins de temps sur le streaming, alors que maintenant les cinémas sont bien plus intéressants. À l'époque, il y avait des films streaming intéressants, maintenant il n'y en a quasiment plus. Et trouver des séries qui sont bien, ça devient de plus en plus compliqué si on exclut les séries populaires, ça tout le monde les connaît. Jim Carrey est chaud pour revenir dans Sonic 4. Ouais, bah voilà. Le mec qui a dit toute sa carrière qu'il fera jamais de suite, et là il vient pour un 4e Sonic. Je comprends, ça le fait kiffer. Ça fait kiffer ses enfants, ses petits-enfants. Ça lui fait un pognon de dingue. Il fait quasiment que du Sonic en ce moment, mais si ça le fait kiffer, qu'il en fasse 4, 5, 6. Parce que Sonic n'est pas prêt de s'arrêter, croyez-moi. Le prochain film de Damien Chazelle ne sera pas le film de prison, mais apparemment ça sera un film Evel Knievel, donc le fameux cascadeur américain qui sera interprété par Leonardo DiCaprio. C'est pas confirmé à 100% pour l'instant, mais ça a l'air d'être bien parti pour, et moi je suis grave chaud. Chazelle, DiCaprio, histoire de cascadeur, voilà, encore une fois sur l'ancienne Amérique, l'ancien Hollywood, mais pas que, parce que c'était pas que ça, Evel Knievel. Ça peut être carrément intéressant, donc je suis chaud. De toute façon, Damien Chazelle, j'irai voir tout ce qu'il fait. Il y a eu plusieurs bandes annonces qui ont été diffusées. Il y a Vol à haut risque qui a le droit à une nouvelle bande annonce d'1 minute, et c'est le seul film de Mel Gibson qui me donne pas spécialement envie. Je pense qu'on en parlera en critique, parce que quand même, Mel Gibson, il a une filmographie de malade mental, mais le film, le huis clos dans un avion avec 3 acteurs, me chauffe pas des masses. Encore une fois, bénéfice du doute, j'espère, mais ça me motive pas beaucoup.
beaucoup, mais ça sort en salle. Ça sera peut-être pas le cas de Fight or Flight, qui est le nouveau film avec Josh Hartnett, que moi j'aime beaucoup en tant qu'acteur, qui est aussi un huis clos, mais cette fois-ci d'action bien bourrin, avec des assassins dans un avion. Ça a l'air pas mal du tout, pour le coup ça peut être fun. C'est pas très joli esthétiquement pour l'instant, il n'y a pas une approche visuelle. Ça fait un peu peut-être film de streaming, et peut-être ça sortira directement en streaming, on n'a pas d'infos pour l'instant, et ça a l'air pas mal en soi, ça peut être sympa. Streaming ou cinéma, ça peut le faire. Il y a aussi la bande-annonce du film Love Me, et si vous avez vu ma vidéo que j'ai sortie hier, il était dans ma liste des films que je voulais voir cette année. On ne sait pas si sortir en France pour l'instant, ou sur quelle forme, mais c'est l'histoire d'amour entre une bouée et un satellite, dans un monde où les humains n'existent plus. Du coup, c'est deux machines qui essaient de trouver leur humanité. Ça peut être mignon, existentiel, sympa, à voir si le film n'en fera pas des caisses. Un autre film qui sortira cette fois-ci en streaming, c'est le 10 avril sur Prime, avec Viola Davis, qui jouera la présidente des États-Unis au G20, et elle sera la cible d'une attaque. On n'a aucune image ni rien, juste cette annonce, mais Viola Davis c'est génial et ça peut être sympa. J'ai hâte de voir la bande-annonce pour le coup. Coralie Farja ne veut pas faire de suite à De Substance et on peut la comprendre. C'est bon, le film est fait, c'est une idée originale, intéressante, on va pas faire des suites à chaque fois. Oui, en théorie, des suites pourraient être intéressantes sur plein de personnages différents, sur plein de milieux sociaux ou des choses comme ça différents, mais bon, c'est fini. Laissez-la faire de nouvelles idées, d'autres choses, laissez-la kiffer quoi. Bill Skarsgård aimerait bien jouer le Joker, hein. Vous le savez, il a l'affiche de Nosferatu avec son collègue Willem Dafoe, et je parle de Willem Dafoe parce que, ok, Bill Skarsgård dans le Joker, ça peut le faire, il a la gueule, il peut carrément gérer, mais on est dans un monde où Willem Dafoe n'a toujours pas joué le Joker. Donnez-lui un film du DC Elseworlds où il joue le Joker. Faites-nous kiffer au moins une fois. C'est un fancast depuis genre 25 ans minimum quoi. Je peux vivre sans Willem Dafoe en Joker, mais ça peut être rigolo. De toute façon, les deux feraient un travail formidable. J'y crois à fond. Et si on parle de Nosferatu, c'est Robert Eggers qui a dit plusieurs choses. Premièrement, il y aura une version longue de Nosferatu sur le Blu-ray, une version de 3 heures, donc 50 minutes de plus environ. Je vais acheter le Blu-ray pour ça parce que même si le film m'a un petit peu déçu, j'ai envie de redonner une chance au film, mais je vais attendre la version longue. Je vais pas le revoir en salle. Je vais acheter le Blu-ray et voir ce que ça donne dans quelques mois. On en reparlera parce que j'aime bien revoir ces versions longues. Et il a dit qu'à la base, il voulait travailler sur un film Frankenstein, mais qu'il n'avait pas réussi à trouver de bonnes idées. Et il est très content que Del Toro s'en occupe. Et je pense que Del Toro est plus apte à faire un Frankenstein que Eggers, même si je pense que ça aurait pu être intéressant. Nosferatu continue à être un énorme succès, hein, 100 millions de dollars au box-office international pour un budget de 40 millions. Donc même si on ajoute, imaginons un 50 millions de marketing, si le film arrive aux 150 millions, c'est déjà un bon succès. Je pense qu'il va y arriver, donc c'est cool parce que même si je suis pas un grand fan du film, je suis content que ce genre de film fonctionne. Là où le succès de Moana 2, je suis moins fan, 960 millions au box-office, bientôt le milliard pour une sorte de fausse suite téléfilm adapté d'une série en film. Bref, c'était nul et ça m'énerve que le film marche aussi bien. Ça envoie un mauvais message à Disney. Mais là où nous en France on a envoyé un bon message, c'est qu'on est le premier pays au monde à surperformer au cinéma, 181 millions d'entrées en 2024. C'est pas aussi bien qu'avant le Covid, mais on a la meilleure reprise post-Covid du monde et avec le cinéma français qui cette année représentait 44% des entrées. Vu les énormes succès qu'il y a eu cette année, c'est pas surprenant. Mais voilà, le cinéma français et le cinéma de manière générale en France se portent très bien, que ce soit français, américain ou international. Les gens vont en salle et tant mieux bordel. On reste un pays de cinéma, l'un des premiers au monde. Pas en termes d'argent hein, pour le coup, mais en termes d'entrées. Quelques anecdotes concernant la série Secret Level, c'est Keanu Reeves qui a bel et bien joué son personnage dans Secret Level pendant 13 heures apparemment un jour alors qu'il avait le genou pété. Il a fait son rôle comme ça toute la journée et je suis content parce que moi ça prouve qu'il y a eu du motion capture sur la série et ça se ressentait bien parce que son personnage était intéressant et il avait quand même l'un des meilleurs épisodes même si la série n'était pas dingue. Et ils ont aussi annoncé que le Doomslayer et Master Chief devaient avoir un épisode en commun. En tout cas ils ont proposé l'idée à Microsoft et ils ont dit non. Bordel, Doomslayer, Master Chief dans un épisode de Secret Level en enfer, ça aurait été génial. Pourquoi ils ont dit non Microsoft? Bordel, qu'est-ce qu'ils préparent? Une actualité Disney Plus cette semaine, vous le savez, il n'y a plus Disney Plus sur MyCanal depuis la semaine dernière, depuis le 1er janvier. Cependant, attention, vous pouvez quand même avoir Disney Plus pour pas cher du tout. Ils ont mis en place, je crois, une offre jusqu'à la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises, avec Disney Plus publicité à 1,99€ pendant un an et une offre sans publicité 4K à 5,99€, celle que moi j'ai prise. Je sais pas s'il est réservé que aux nouveaux abonnés et aux abonnés Canal, mais moi, vu que j'avais Disney Plus via MyCanal, maintenant j'ai pris l'offre à 5,99€ pendant un an, c'est pas mal du tout. Et au bout d'un an, du coup, l'année prochaine, ça sera, je crois, 13,99€ pour l'abonnement que j'ai pris, 4K, sans pub, tout ça, quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas Disney Plus, 6€ par mois pour tout en 4K, c'est pas mal du tout. Et au pire, au bout d'un an, vous vous désabonnez, quoi. David Fincher a confirmé que Netflix ne sortira probablement jamais de Blu-ray de ses séries et films. Netflix, moi je paye Mindhunter saison 1 et 2. Je paye. Ça ferait une source de revenus supplémentaire. Je paye. Donnez-nous des Blu-ray de vos œuvres, bordel. J'attends que ça. Tout le monde le fait. Disney, HBO, mais Netflix, non, bordel. Je comprends pas pourquoi, vraiment. Le créateur de Squid Game a expliqué pourquoi ils n'ont pas pris une actrice trans pour jouer le personnage trans du coup de la saison 2. La raison est simple, ils ont dit qu'il n'y en a pas.
ils n'ont pas trouvé une actrice trans pour le rôle parce qu'en Corée, c'est hyper mal vu d'être trans et ça n'existe pas des acteurs qui ont fait leur coming out trans. Et c'est pour ça qu'il faut la représentation. On l'a vu, il y a des études qui ont été faites sur ça, le fait de voir des gens qui vous ressemblent. On l'a vu beaucoup avec les personnes LGBT et gays de manière générale les dernières décennies. Ça permet aux gens d'être confiants, de pouvoir faire leur coming out et de s'assumer en société. La Corée du Sud est une société extrêmement agressive par rapport aux droits LGBT, par rapport aux droits des femmes, ça reste une société extrêmement patriarcale et bien évidemment qu'il y a des personnes trans. La statistique, ça serait que 1% de la population serait trans. Mais vu que tu n'as pas de représentation trans à l'écran, tu peux pas faire ton coming out parce que c'est encore mal vu. Et il faut des gens, il faut des images, il faut de l'éducation, il faut de l'art pour faire comprendre aux gens que c'est ok d'être gay, que c'est ok d'être trans et des choses comme ça, que c'est ok d'être une minorité dans un autre pays par exemple. L'art sert aussi à ça. Et le personnage dans Squid Game saison 2 était pas mal pour le coup. Je trouve pas que c'était le personnage le plus intéressant de la saison, mais ça n'avait rien à voir avec le fait que le personnage était trans ou pas. J'ai trouvé d'ailleurs les passages trans un peu simples et déjà vus 20 fois, mais vu que c'est une société qui a pas accès à ça, c'est bien de repartir aux bases pour le coup. Peut-être dans quelques années, il y aura des acteurs ouvertement trans en Corée du Sud et ils pourront les caster. Netflix est la plateforme qui annule le plus de séries. Ils ont annulé 16 séries. C'est 4 fois plus que les autres plateformes qui annulent en général 3, 4 séries par an. Là, 16, ils ont battu tous les records. Ils ont annulé énormément de séries. C'est pas étonnant, ils annulent énormément. Après, c'est aussi eux qui produisent le plus de séries, donc c'est un peu compréhensible. Mais je pense pas qu'ils produisent 4 ou 5 fois plus que les autres. Mais c'est vrai qu'ils annulent beaucoup, malheureusement. En même temps, vu qu'ils produisent énormément, les gens, ils ont pas le temps de tester les nouveaux trucs, quoi. C'est normal. Et leur politique d'annulation, moi, je la trouve vraiment stupide pour le coup. C'est une politique que n'a pas HBO ou Apple. Et du coup, leurs séries prennent vie et une communauté se crée au fur et à mesure. Et ça, c'est trop bien. C'est comme ça que les séries survivent. Concernant Max et la Warner, vous avez évidemment Jason Momoa qui jouera Lobo dans le DCU. C'est un rôle de rêve pour lui, c'est un fan cast depuis des années et des années. C'est officiel, il jouera dans Supergirl Woman of Tomorrow. Hyper content, enfin le mec est parfait pour le rôle, rien à dire. J'ai hâte de voir du coup aussi le film. Ça sera pour l'année prochaine. Le tournage va commencer là en janvier. Pas d'origin story pour The Batman dans le DCU, ça ne me surprend pas. C'est bien qu'il fasse pas des origin story à chaque fois. Et en plus de ça, Batman est apparu dans la série Creature Commandos. Et la silhouette qui est apparue, une sorte de Batman un peu stock, mais pas trop non plus quoi. Il y a un peu un doute sur lui, il n'y a que la silhouette. Hein. On ne voit pas plus que ça dans la série, vous inquiétez pas, c'est pas un spoil, il intervient pas du tout. Ils ont précisé que la silhouette là était volontairement masquée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore choisi Batman, ils n'ont pas choisi l'apparence, ils n'ont pas choisi la taille, le poids, les muscles, donc ils ont donné une apparence qui n'est pas définitive. Mais ils se sont quand même laissé de la marge en disant que si on prend un Batman plus ou moins musclé, on a déjà une silhouette qui ressemble dans le DCU. La série de franchise a été annulée, pas surprenant, la série était vraiment pas terrible, assez décevante d'ailleurs, donc ça ne m'étonne pas, j'en parlerai évidemment dans la vidéo bilan cette semaine. La série la plus piratée de l'année était House of the Dragon et les autres séries sont The Boys, Shogun, Arcane, Penguin, Fallout, Reacher, Silo, Dune et Halo. C'est souvent GOT ou House of the Dragon qui arrive en tête de ce genre de classement d'ailleurs, c'est assez rigolo. Les estimations de vente pour GTA 6 sont de 3,2 milliards de dollars la première année. En termes de divertissement, vous vous rendez compte que c'est du jamais vu. Et je parle de divertissement, jeux vidéo, art de manière générale, c'est du jamais vu qu'un objet culturel face au tour d'argent en un an. On verra, pas encore de date pour l'instant, il y a des rumeurs qui sera décalé, repoussé, on verra bien. Mais les estimations, on le sait tous, seront exceptionnelles et les ventes seront colossales. Overwatch fait 2 fois moins de viewers sur Twitch que d'habitude parce que Marvel Rivals lui vole un peu la vedette. Moi, j'ai toujours pas eu le temps d'essayer le jeu, mais c'est cool qu'Overwatch ait une vraie concurrence. Apparemment, Marvel Rivals est assez kiffant pour beaucoup de personnes. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que vous ne pouvez pas taper des choses anti-Chine dans le chat. Vous êtes censuré. C'est-à-dire que si vous tapez Free Taiwan, Free Tibet, Taiwan number one, des trucs comme ça, genre Tiananmen Square, 1989, bref, des trucs comme ça similaires qui sont anti-Chine entre guillemets d'après le gouvernement chinois, vous pouvez pas l'envoyer dans le chat, ça sera pas envoyé. Et c'est pas que les mots-clés qui sont supprimés, c'est les mots-clés positif. Si vous dites que Taïwan c'est nul, ça passe. Moi je trouve ça assez grave l'impact et la présence de la Chine dans des jeux vidéo, encore que tu censures ça en Chine. Ok, ça me dérange pas à la limite, enfin si ça me dérange parce que liberté d'expression tout ça, mais nous, tu sais, dans nos pays à nous, que tu ne puisses pas dire des choses négatives par rapport à la Chine, ce n'est pas normal, disons les choses. Et il y a une grosse rumeur concernant Half-Life 3 parce que Mike Shapiro, donc l'acteur qui joue G-Man dans la saga, a commencé à faire un teasing sur ses réseaux du 3e jeu. Alors là, moi Half-Life 3, je vous jure, hein, je l'attends depuis bientôt 20 ans. C'est le jeu que j'attends le plus de ma vie. Il y a des rumeurs qu'apparemment le jeu est fini. Je n'y crois pas. Tant que je ne verrai pas d'annonce officielle, je n'y croirai pas. Je vous jure, c'est le jeu que j'attends le plus de ma vie. C'est mon FPS préféré, c'est l'un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps. C'est le jeu que j'attends le plus dans ma vie. Donc tant que je ne l'ai pas dans mes mains, ou en tout cas je ne vois pas une annonce officielle, je n'y croirai pas. J'ai vécu 15 ans de rumeurs d'Half-Life 3, voire plus, depuis que l'épisode 2 est sorti. Je ne vis que ça. Je les ai surveillés pendant 15 ans, je n'y crois pas. Tant que ce n'est pas sorti, je n'y croirai pas. Ok? Voilà. Sans déconner, je n'y crois pas. J'espère avoir tort, hein. J'attends la
la suite à cette histoire depuis 2 décennies bientôt, mais je n'y crois pas. Pour répondre à pas mal de commentaires qui ont eu lieu les précédentes semaines, alors il y a plein de gens qui ont dit que Disney a bien fait de supprimer des personnages trans de la série Pixar, car, je cite, « Moi en tant que parent, si une série a des personnages trans, elle sera blacklistée de la maison. Planter une graine dans la tête de mes enfants, ce n'est pas normal. Ce n'est pas à eux de décider. » Écoutez, moi je n'ai pas d'enfants, vous le savez, mais c'est simple. Moi j'écoute les études sociologiques, j'écoute l'éducation à ce sujet-là, j'écoute la science. La vérité est que peu importe si votre enfant est soumis à des œuvres, j'utilise évidemment le terme soumis d'un point de vue sarcastique, à des œuvres avec des personnages trans, ils vont pas plus ou moins transiter. La vérité est que c'est quelque chose qui est inné. C'est un mal-être intérieur qui ne se décide pas, comme l'homosexualité. Moi, je suis un homme hétéro cis. Je m'en rends pas compte. Je pourrais jamais m'en rendre compte. Mais j'écoute les gens. Je sais que c'est inné. Je sais qu'il y a des enfants qui sentent ça. Il y en a plein. C'est certes 1% de la population qui ose dire qu'elle est trans. C'est toujours intéressant de parler des choses qui sont différentes artistiquement, que ce soit les enfants ou les adultes. Et c'est bien d'éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Que ce soit à l'école. Moi, je suis pour qu'à l'école, on fasse de l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge. Ça concerne les personnes LGBT, l'éducation sexuelle, le consentement, les viols, les choses comme ça. Qu'on parle de ces choses-là. Il y a des gens qui ont dit ça sert à rien d'en parler parce que c'est trop petit comme pourcentage de la population. Vous savez, aux États-Unis, 2% de la population sont des Premières Nations, des natifs américains. Vous allez vous dire la même chose, on va pas parler des natifs américains parce qu'ils représentent que 2% de la population américaine. Non, c'est intéressant de parler de tout ce qui est différent et nouveau, et c'est bien que ça change vers les personnes trans. Tu vois, ce discours-là que j'entends sur l'éducation de mes enfants, c'est pas à eux de dire qu'il y a des personnes trans qui existent, des choses comme ça. C'est un discours qu'on a entendu, en tout cas ma génération, toute notre vie sur les gays. Les personnes gays, à l'époque, on disait la même chose. Sauf que maintenant, on dit ça sur les trans. Et moi, je pense que dans quelques années, on dira plus ça sur les trans. Parce que grâce à l'éducation, grâce à l'art, grâce à nos systèmes, j'espère en tout cas, on arrêtera de dire des bêtises et de discriminer les personnes trans qui sont des personnes LGBT comme les personnes gays, bisexuelles et des choses comme ça. Ce que subissent les trans aujourd'hui, c'est ce que subissaient beaucoup de personnes gays à l'époque. Et avec le temps, ça ira mieux. Et je pense que c'est bien que des œuvres en parlent parce que devenir artistiquement c'est intéressant et ça ne va pas mettre une graine dans la tête de vos enfants et ils vont devenir trans. Ça n'existe pas. Ça ne marche pas comme ça. Plein de personnes sont ou team Blake Lively ou team Justin Baldoni. Écoutez, je vais pas faire la même erreur que j'ai faite avec le procès de Johnny Depp où j'étais un peu trop pro Johnny Depp, je l'admets. Je me suis fait avoir comme tout le monde. J'attends maintenant. Oui, j'ai fait une erreur en disant que lui a pas porté plainte contre elle, mais qu'on le journal qui a propagé les informations contre lui, je ne vais pas choisir une équipe. Je vais attendre. Ok, je vais attendre des mois, des années, le temps que cette histoire soit réglée. De toute façon, on n'est pas là à choisir un poulain et des choses comme ça. C'est leurs affaires. Moi, je partage ce qui a été dit, ce qui a été fait. Je vous donne mon avis dessus. Mais sur cette histoire-là, je vais attendre avant d'avoir un avis définitif. Avec l'histoire de Johnny Depp Amber Heard, on a compris que les deux étaient un peu fous. Disons les choses. Les deux étaient dans une relation hyper toxique qui était mauvaise des deux côtés. Oui, au début, Johnny Depp a plus fait du mal à l'image d'Amber Heard parce qu'on l'a vraiment diabolisé plus que la réalité du procès. Et au fur et à mesure du procès, on a compris que les deux étaient un peu cinglés, quoi. Disons les choses. Donc maintenant, j'arrête. J'attends. Les sorties de la semaine, c'est le dernier épisode de Creature Commandos qui sort ce jeudi. J'en parlerai évidemment en critique, pour le coup, c'est prévu. Il y a le film La Chambre d'à côté qui sort aussi. J'en parlerai peut-être en vidéo bilan le mois prochain. Il y a Criminal Squad qui sort aussi, c'est la suite au film de base et ça m'intéresse pas vraiment. Je ne pense pas que j'irai le voir. Et il y a Les Feux Sauvages par contre, qui était aussi dans la vidéo que j'ai faite hier. Ça par contre, j'essaierai d'aller le voir. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif comme des formats courts ou des lives. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.